Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre bilan et perspective Calliope. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être aux côtés de Sandrine Piquet, notre experte consultante qualité, et également entourée de Philippe Bourdalet, responsable pôle formation professionnelle. Et au programme de ce jour, nous allons donc revenir sur le bilan Calliope, puis après nous enchaînerons sur la préparation de votre audit de suivi et puis nous évoquerons les perspectives après Calliope, quels sont les champs des possibles. Donc, comme vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, nous appartenons, donc le groupe AFNOR, c'est quoi? C'est 4 entités qui sont 4 domaines de compétences. AFNOR Normalisation, qui est l'opérateur central du système français de normalisation. Donc, en fait, c'est l'organe qui pilote la stratégie de normalisation au niveau français qui est représentée au niveau européen et international sur des sujets comme la formation professionnelle, par exemple. En ce moment, on travaille sur la définition de ce qu'est une compétence et comment on peut l'évaluer. Et ça sera l'objet d'une norme outil. Une fois qu'on a piloté une norme, à ce moment-là, on a la possibilité, grâce à AFNOR Édition, de la publier et ou bien de produire un ouvrage type par exemple, comment être formateur de formateur ou bien quelles sont les boîtes à outils du formateur. C'est un organe essentiel pour diffuser l'information et la rendre accessible à tous. Une fois qu'effectivement on l'a publié, à ce moment-là rentre en ligne de compte AFNOR Compétences, qui est l'organisme de formation du groupe AFNOR, qui permet à tout à chacun à s'approprier toutes les thématiques. Par exemple, sur le domaine du marché de la formation, AFNOR Compétences a pu notamment accompagner un certain nombre d'EF à la démarche Calliope et évidemment sur d'autres démarches comme l'ISO 9001, l'environnement. Voilà. Et puis après, évidemment, une fois qu'on est prêt à être dans une démarche Calliope, à ce moment-là, AFNOR Certification est l'organe de certification que vous connaissez tous, qui est notamment un organisme de certification donc de système de management, mais également de certification professionnelle, comme par exemple auditeur Calliope. Voilà, donc du coup, au détour de ce groupe qui est AFNOR, nous pouvons proposer un certain nombre de solutions globales. Mais je n'en dis pas plus, on va revenir sur le bilan déjà à 2 ans de ce qu'est la démarche Calliope avec comment dire, le détail de tous les retours d'expérience de Philippe. Merci Sandrine. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes effectivement, je me joins au remerciement de Sandrine, effectivement heureux de votre présence. Et l'objectif et cet échange aujourd'hui, c'est de pouvoir partager notre expérience. Partager notre expérience à la fois sur des éléments que je vais plutôt qualifier de manière, en tout cas sur des éléments, on va dire démographiques, en tout cas l'expérience d'AFNOR Certification, des éléments qui vont toucher un peu plus le sujet de l'application du référentiel Calliope, et puis quelques éléments de perspective sur quelques idées, quelques suggestions pour la suite. Par rapport d'ailleurs au déroulé du webinaire, nous avons prévu à l'issue de la présentation, puisqu'il y aura 3 temps, j'interviens sur cette partie bilan. Sandrine Piquet interviendra sur la partie surveillance et Sandrine Carbonaro sur la partie perspective. Pour chaque temps, à l'issue de notre présentation, vous pourrez poser des questions et on pourra répondre dans un premier temps à ces premières questions afin de pouvoir rythmer notre présentation. Alors ce bilan. Peut-être rappeler quelques points, parce que la certification Calliope, elle ne date pas uniquement de 2021. AFNOR Certification a démarré cette activité en fin septembre 2019, comme également quelques organismes certificateurs à cette période.
Depuis, nous sommes intervenus à de nombreuses reprises auprès à la fois des organismes de formation de toute nature, de toute taille, tout positionnement, du bilan de compétences, de la VAE, bien entendu également des CFA, que ce soit des CFA historiques ou de nouveaux acteurs se positionnant sur le sujet de l'apprentissage. Et AFNOR Certification, au titre des règles qui s'imposent dans l'activité de certification, est accrédité pour Calliope, c'est-à-dire que nous avons une structure en France qui s'appelle le COFRAC, qui est une structure unique, je reviendrai dessus sur le sujet, qui nous accrédite, c'est-à-dire qui vient nous confirmer que nous disposons des moyens, des compétences, des outils, des procédures pour pouvoir conduire la certification Calliope, mais ainsi que d'autres, suivant les standards, les règles qui ont été définies. Notamment les règles à la fois issues du cadre réglementaire. Calliope, n'oublions pas qu'elle a un cadre réglementaire extrêmement bien défini, ainsi que des règles du monde de la certification et de l'accréditation. Pour revenir un peu sur le sujet démographie, revenons un peu sur, à date, finalement, un peu quelles sont les orientations que nous avons identifiées. Alors, ce sont quelques éléments d'ensemble que l'on partage, qui relèvent bien entendu de l'expérience d'AFNOR Certification. Alors, sur le profil des certifiés, je vous rappelle que assez régulièrement, les organismes certificateurs remontent des informations auprès de la DGEFP. Ces informations aussi sont repartagées à l'occasion de différents événements. Je vous rappelle que fin septembre, il y avait à peu près 30 000 organismes, pour certains certifiés et d'autres en cours de certification. En tout cas, au titre de l'activité de certification d'AFNOR Certification, mais à date, sur la population certifiée, 99% ont la catégorie action de formation. C'est que cette catégorie-là, je vous rappelle, couvre toute nature de formation, qu'elle soit certifiante, non certifiante, que l'on parle d'alternance, que l'on parle de formation en situation de travail, de formation diplômante. Donc, une grande majorité d'acteurs ont effectivement cette catégorie. Et puis, de manière effectivement beaucoup plus distincte, nous retrouvons des acteurs à 15% qui ont l'activité d'apprentissage, et puis à la fois la validation des acquis de l'expérience et de manière un peu plus réduite, le bilan de compétences. Alors, sur le sujet du bilan de compétences, n'oublions pas qu'il y a aussi d'autres démarches, d'autres acteurs, notamment le label CIBC qui existe au niveau national, reconnu par France Compétences et qui couvre déjà le sujet du bilan de compétences. Ce qu'on peut surtout observer, ce qui est intéressant, c'est que l'action de formation par apprentissage connaît un fort développement. C'est-à-dire qu'initialement, ils étaient peu concernés et à la fois par les CFA historiques, mais aussi par les nouveaux entrants, des acteurs qui se positionnent sur ce domaine, on retrouve effectivement une vraie dynamique autour de l'apprentissage et cette proportion, effectivement, prend un peu plus de poids au fur et à mesure des mois. Sur ce point-là, n'oublions pas aussi que nous faisons et nous rencontrons des situations où des CFA d'entreprise se créent également. Et enfin, cette répartition est peut-être à noter avec une évolution dans le temps. Alors, une évolution dans le temps, c'est-à-dire que bon nombre d'acteurs se sont positionnés dans un premier temps avec l'idée de se faire certifier uniquement sur la catégorie action de formation. Et au fil des années et au fil des mois, se retrouvent face à des opportunités de développement de marché, développement d'activités, avec le souhait éventuellement de se positionner sur le CPF ou de s'adresser effectivement un peu plus aux particuliers, et peuvent rechercher la certification Calliope sur le champ de la VAE ou sur le champ du bilan de compétences. Et on voit un véritable mouvement actuellement au niveau des, en tout cas d'AFNOR Certification, de certains acteurs qui, forts de leur certification Calliope sur, par exemple, la catégorie action de formation, désormais se projettent sur de nouvelles catégories pour accompagner leur développement commercial, leur développement sur leur marché. Alors, tous les organismes ne sont pas forcément dans cette logique effectivement de déploiement de marché, mais en tout cas, on observe ce mouvement. Ensuite, il me semblait intéressant de pouvoir partager un peu notre vie de certificateur, et comme on s'est tous posé la question certificateur comme audité, comme institutionnel, sur un peu l'engagement des OF.
Et l'idée, c'était de pouvoir partager avec vous finalement comment nous vivons l'engagement des organismes d'une manière générale, et finalement au travers d'un petit tableau et graphique qui vient indiquer le nombre d'audits, en tout cas le pourcentage d'audits, la répartition des audits sur les derniers trimestres, mais comptant aussi ce dernier trimestre 2021. Et on voit que ce démarrage a été progressif, effectivement un peu timoré, mais ce qui est assez classique sur le champ réglementaire. On a connu en 2020 un pic d'activité fin 2020, mais je vous rappelle que à cette occasion et au titre du contexte sanitaire, il y a eu effectivement par voie réglementaire le fait de pouvoir faire bénéficier ceux qui se faisaient certifier en 2020 d'une année supplémentaire de certification, qui a créé effectivement une activité plus conséquente en termes d'activité d'audit et donc de certification. Toutefois, effectivement, clairement, ce sont l'ensemble, et en tout cas une grande majorité des acteurs, et si vous cumulez les pourcentages d'audit, alors qui ne sont pas des pourcentages de jours d'audit, qui sont bien des pourcentages de nombre d'audits, vous voyez bien que la majorité des acteurs se sont positionnés sur cette certification en 2021, et cela sans aucune critique ou aucune, effectivement, mention ou remarque de notre part, mais voilà, ce sont déjà des événements que nous avons pu distinguer ailleurs, dans d'autres logiques de certification qu'on retrouve, par exemple, en ISO 9001 ou autre, dès qu'il y a changement de version. Effectivement, d'une manière générale, la majorité des acteurs attendent souvent les derniers temps avant de se positionner sur ces nouvelles versions. Et vous voyez bien effectivement la cristallisation des audits sur cette fin d'année, où nous planifions toujours des audits à cette équation. Il est peut-être important aussi de mentionner quelques aspects où derrière ces chiffres de nombre d'audits, on peut aussi identifier des profils, ou du moins des proportions de profils qui ont fluctué dans le temps. Peut-être avez-vous partagé ou lu l'étude que France Compétences a pu conduire l'année dernière et partagée en début d'année. C'était une étude extrêmement intéressante, alors qu'il était une étude qualitative sur finalement le ressenti des organismes de formation face à Calliope et à cette certification. Et en conclusion de cette étude qualitative, il en ressortait finalement trois profils. Ceux qui utilisent Calliope pour bousculer un peu leur organisation interne et faire évoluer leur démarche. Ceux qui, effectivement, au contraire, n'envisageaient que Calliope que comme un sujet réglementaire et donc allaient le faire à minima, et ceux qui étaient entre deux. Et finalement, effectivement, ces proportions-là ont pu évoluer dans le temps. Elles ont pu évoluer dans le temps, notamment parce que ceux qui se sont engagés en 2019 ou en 2020, du moins dans leur proportion plus importante, étaient plutôt des acteurs qui ont recherché effectivement un projet d'entreprise, une idée de reposer des bonnes questions, à la fois en termes de pratique et de pouvoir éventuellement ajuster un certain nombre de process, de fonctionnement liés à leur propre organisation. La proportion, effectivement, en 2021 évolue, où ce type de profil existe toujours, mais on retrouve d'une manière plus importante, par contre, des acteurs qui ont juste uniquement ciblé, effectivement, la conformité réglementaire par rapport aux obligations du 1er janvier 2022. Alors, pour revenir sur la certification, il est peut-être important de rappeler ce que c'est. Et la certification Calliope s'inscrit dans une logique extrêmement bien cadrée où, comme vous le voyez dans la pyramide de gauche, on est dans un système ouvert, transparent, avec des pratiques et des procédures qui sont connues de tous. Alors, bien entendu, les acteurs, notamment les prestataires, organismes de formation, n'avaient pas forcément l'habitude de la certification, mais en tout cas, la certification est un mécanisme qui est ouvert et qui est transparent. Et donc, vous avez un organisme, entre guillemets, important, essentiel, qui est le COFRAC, qui va, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure en introduction, jauger, évaluer la capacité d'un organisme certificateur à intervenir sur ce champ de certification. Eux-mêmes, ces organismes certificateurs, à partir du moment où ils sont considérés comme compétents et pouvant intervenir, vont intervenir auprès des prestataires, vous, organismes,
pour auditer sur les catégories d'actions de formation, d'apprentissage, de VAE ou de bilan de compétences. Ce qui est important de noter, et c'est ça un élément important de la certification, qu'on est sur le champ de la certification tierce partie. Cette certification tierce partie appelle à la fois de l'indépendance, de l'impartialité, de la compétence, de la responsabilité, de la transparence et de la communication. Ces éléments-là sont extrêmement importants puisque nous mobilisons des auditeurs pour intervenir auprès de vous, qui doivent faire effectivement l'objet, qui interviennent dans l'audit en toute objectivité, en toute impartialité, et pouvoir évaluer, bien entendu, vos pratiques au regard du référentiel. C'est aussi de la responsabilité, car un organisme certificateur qui intervient sur la certification Calliope a une responsabilité vis-à-vis de vous au titre du certificat qu'il sera amené à vous délivrer au final, mais a aussi une responsabilité auprès d'autres acteurs qu'il convient de rappeler. On a une responsabilité auprès de vos propres stagiaires, et ça c'est un élément important. Calliope comporte un certain nombre de champs et de sujets qualité qui garantit aux stagiaires, aux bénéficiaires des actions, un minimum d'informations, un minimum d'éléments lui permettant d'atteindre son fameux objectif opérationnel, d'atteindre le développement de ses compétences. C'est aussi une responsabilité vis-à-vis des financeurs. Calliope est quand même un mécanisme qui a été mis en place comme effectivement dispositif relayant le mécanisme qui pouvait exister auparavant de la précédente réforme de 2015 et qui vise à assurer et à démontrer auprès d'un financeur quel qu'il soit, mais en tout cas d'un financeur mentionné dans la loi de 2018, comme étant un acteur, en tout cas l'organisme de formation certifié, qui maîtrise finalement le b.a.-ba de l'activité de formation et peut-être un acteur confiant et pouvoir recevoir effectivement des fonds publics. Donc cette responsabilité s'exerce et elle s'exerce à tous ces niveaux, et c'est ça effectivement qui est extrêmement intéressant et important dans la démarche Calliope. Ça, c'est au niveau du certificateur. Par contre, effectivement, le certificateur va mobiliser ce qu'on appelle un auditeur. C'est-à-dire qu'un auditeur, c'est une personne, un homme, une femme qui va intervenir lors d'un audit et va pouvoir comparer, et c'est bien ça le sujet, comparer vos pratiques telles que vous les exprimez, telles que vous les démontrez, et vous les montrez au titre du référentiel, et de pouvoir apprécier si effectivement ces pratiques sont alignées au référentiel ou si elles sont au-delà, puisqu'il y a bien bon nombre d'organismes qui ont développé des pratiques qui vont bien au-delà du référentiel Calliope, et puis dans certains cas, ça peut être en décalage. Alors cette approche de l'auditeur par rapport à un audit est assez bien cadrée, c'est-à-dire que l'auditeur va travailler sur un échantillon d'actions que vous avez réalisé et vous aurez réalisé dans un délai relativement proche, hein, puisqu'on entend bien qu'un organisme puisse évoluer dans le temps et souvent se met en conformité au référentiel Calliope dans les derniers temps avant l'audit de certification. Cela concerne parmi le champ d'action, les actions qui sont financées et celles qui sont potentiellement finançables. Et enfin, l'auditeur audite les pratiques suivant les différents indicateurs applicables. On ne va pas revenir sur la présentation du référentiel Calliope, mais bien entendu, l'audit est relatif à votre offre et il s'adapte en fonction de votre offre. Notamment quand vous êtes dans la catégorie action de formation, vous faites du certifiant, du non-certifiant, diplômant, non-diplômant, de la situation de travail ou non, effectivement, l'audit s'adapte en conséquence. Alors, ça me permet de pouvoir basculer sur un sujet clé, qui est le sujet finalement de Calliope, quelles en sont les conclusions et finalement quels sont les traits que vous avez pu et qu'on a pu identifier durant ces années de certification. Les éléments que vous avez à l'écran qui sont effectivement, qui mentionnent les indicateurs qui ont généré le plus régulièrement des non-conformités, sont des éléments toujours en mouvement. Et effectivement, ce top 10 peut évoluer dans le temps et évolue, et notamment évolue actuellement, puisque les profils actuels sont encore différents des profils que j'ai pu vous indiquer en début de démarche, par exemple en 2019 ou en 2020.
Toutefois, il y a des éléments qui me semblent effectivement particulièrement intéressants à développer. Alors, on va revenir sur les indicateurs 1, 2, 3, en tout cas sur les 3 premiers, hein, sur le trio de tête de ce top 10, juste après. Toutefois, je voudrais juste revenir sur quelques éléments qui me semblent assez importants et qui se révèlent particulièrement durant cette période, notamment les indicateurs 6 et 7, enfin en tout cas ceux qui sont sur la position 6 et 7, à savoir les indicateurs 5, 11 et les indicateurs 6, 10. Ces indicateurs-là sont les indicateurs qui sont finalement un peu le cœur de réacteur, le cœur d'une activité de formation, d'une activité quelle qu'elle soit. Je vous rappelle que ce sont des indicateurs qui ont un lien à la fois avec, et je vais associer celui qui est en position 10, l'indicateur 4, qui sont en lien à la fois avec l'identification du besoin, la détermination des objectifs, bien entendu, et la détermination des modalités de mise en œuvre de la formation. Et donc, on retrouve sur ces indicateurs-là le cœur même de l'activité d'une structure, d'un organisme de formation, où on voit que ces sujets-là sont maîtrisés, mais il peut manquer quelquefois des aspects de formalisation. Et puis, bon, il est clair qu'on retrouve plus particulièrement dans les profils actuels des éléments manquants, mais là de manière un peu plus symptomatique, sur la relation besoin-objectif et la relation objectif avec modalité et contenu de la formation. Ce sont des éléments extrêmement importants qui justifient finalement et qui viennent pleinement expliquer l'importance du référentiel Calliope, qui est là à la fois pour apprécier une structure dans sa capacité à pouvoir ordonnancer une activité, mais aussi à s'intéresser sur le champ et sur le fond à ce que propose un organisme, quel qu'il soit, sur du bilan de compétences, de la VAE, de l'apprentissage ou de l'action de formation à ses stagiaires. Je vais revenir effectivement sur le fameux top 3. Le top 3 qui concerne les indicateurs 1, 2 et 26. Alors, je vous rappelle, les 2 premiers indicateurs, en tout cas, sont les indicateurs 1 qui relèvent plutôt d'une notion d'information générale, et vous nous excuserez, nous n'avons pas repris la terminologie complète de celui-ci. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez régulièrement, où dans l'information qui est souhaitée, hein, c'est-à-dire que Calliope a été conçu dans la perspective des actions qui étaient déjà mises en œuvre à l'époque, mais aussi avec cette évolution qui est en train d'exister, de se développer. Je vous rappelle quand même mon compte formation prend et commence à prendre on va dire un poids considérable depuis son lancement, et on voit bien que le déploiement d'un certain nombre d'organismes vers les particuliers, les individus, est en train de s'opérer, et cette notion d'information est particulièrement importante à cette occasion-là. D'où effectivement cette mention et cet indicateur dans le référentiel Calliope. Cette notion d'information est extrêmement importante. Elle doit vous permettre et doit permettre aux organismes de se différencier, d'être clairs dans leurs propos et de pouvoir aider un individu à dire ben voilà, je vais choisir tel organisme car il donne au travers de ces informations des éléments confortants et me permettant de me conforter pour aller vers lui. Et bien souvent, il peut manquer des informations, que ce soit des modalités pédagogiques, des modalités d'évaluation, les tarifs, ne sont pas manqués, ne sont pas mentionnés, et ce qui peut justifier des non-conformités mineures, quand il s'agit de quelques informations qui sont manquantes, à pourquoi pas des non-conformités majeures si effectivement le sujet est extrêmement récurrent et dont l'amplitude est importante. Sur l'indicateur numéro 2, on retrouve un peu la même corrélation et le même sujet. Cet indicateur numéro 2, en fait, amène un organisme, quel qu'il soit, à communiquer sur des résultats. Alors, ces résultats doivent être représentatifs, pertinents, hein, des formations, des actions du bien général, et donc pertinents de cette nature d'action. Un indicateur de résultat, c'est une valeur, c'est un chiffre, c'est un élément qui vient vous distinguer, vous, organisme, soit sur des champs tels qu'ils sont souvent
observer sur des sujets de satisfaction, sur des sujets de performance, de déroulé, de taux d'insertion, de taux de réussite aux examens. Mais cette information-là est extrêmement précieuse. Elle fait partie de la même logique, de la même famille que l'indicateur 1, à savoir aider un individu, un particulier, mais aussi d'autres personnes, et aussi des entreprises, à pouvoir percevoir finalement toute la richesse que revêt un organisme auquel effectivement cette personne ou cette structure s'adresse et qui vient effectivement discerner une capacité à pouvoir peut-être mieux accompagner, à pouvoir satisfaire, ou du moins vient valoriser sa capacité de service. Et bien souvent, effectivement, ces indicateurs sont manquants ou peuvent être effectivement que partiels. Dernier point, qui est là pour le coup une vraie nouveauté, et ce sujet a été vraiment un acte fort des instances et des institutions, qui est le sujet de l'indicateur 26 et du sujet du handicap. Je vous rappelle, c'est un sujet qui est extrêmement important. L'intérêt et la dynamique de cet indicateur, c'est de pouvoir, au travers de la certification Calliope, faire en sorte que l'appareil formation professionnelle au sens global, au niveau national, puisse apporter une réponse bien plus dense, bien plus pertinente aux personnes qui sont en situation de handicap. Et quand on parle de personnes en situation de handicap, on parle à la fois effectivement des handicaps visibles comme des handicaps non visibles. Alors bien souvent, effectivement, et même si les mentalités et finalement, il y a eu quand même beaucoup de communication depuis 2 ans sur le sujet du handicap, ces communications, et notamment les interventions de la GFIP en région ou d'autres acteurs, ont permis à tout à chacun, au travers soit de communication, d'information, de sensibilisation, de mieux percevoir ce que l'on entend par effectivement handicap, et finalement peut-être dans certains cas mettre en place un certain nombre de dispositions de compensation, de dispositions d'adaptation pour aider une personne à assurer un parcours, une formation, et à lui permettre d'accéder jusqu'au bout, et à lui permettre d'accéder par exemple à un certificat, un diplôme, tout en prenant en compte et en mettant en place des dispositions. Là aussi, cet indicateur peut et a pu générer des non-conformités où la structure n'avait pas forcément identifié les situations qui pouvaient se présenter à elle, ou du moins n'avait pas les réflexes et les capacités à pouvoir se coordonner avec les acteurs locaux du champ du handicap quand une situation se présentait. Et donc je pense qu'en tout cas, depuis, en l'occurrence, la mise en place de cette certification, les éléments sont bien plus clairs à ce titre-là, et en tout cas, le niveau de réponse est en tout cas plus important. Au-delà des démarches où chacun, soit pour des raisons effectivement personnelles, des raisons d'investissement, voire des démarches régionales. Je n'oublie pas que aussi des régions ont aussi largement investi sur le sujet du handicap et ont de manière, soit au titre de label ou d'autres démarches, largement appuyé les organismes de formation ou les organismes, quels qu'ils soient, à pouvoir mieux prendre en compte le sujet handicap, ont pu effectivement aider les acteurs en ce sens. Et donc pour terminer ma partie, et ne pas trop parler, et laisser la parole à mes collègues de ce jour, je voudrais juste revenir sur 3 points clés. Il me semble intéressant, c'est la première fois que les pouvoirs publics, le législateur, fait appel à la certification de manière aussi importante. Et je pense que l'outil certification, en tout cas, à ce titre-là, déjà présente une vraie dynamique, une vraie pertinence. Vous êtes un certain nombre d'acteurs à être certifiés et à louer effectivement toute la pertinence de la démarche qualité et la pertinence de l'audit. C'est un élément important. Il faut aussi rappeler qu'on est dans un mécanisme transparent où par effectivement les différentes couches et niveaux qui existent, un auditeur, un certificateur, l'OCOFRAC, les acteurs peuvent se retourner. Il peut y avoir effectivement à un moment donné des fois des défauts, des difficultés, mais les acteurs peuvent échanger les uns et les autres. Des procédures existent pour traiter des réclamations, pour traiter des conflits, pour traiter des difficultés, et je pense que c'est extrêmement précieux d'avoir des mécanismes avec des règles qui sont bien déterminées. Le référentiel, en tout cas par rapport à son travail initial, me semble extrêmement effectivement pertinent.
Par contre, effectivement, depuis 2 ans, on a pu expérimenter certaines situations et la combinaison référentielle guide de lecture mérite. Voilà, cette combinaison doit mériter, en tout cas, permettre d'ajuster certaines situations. Il y a certains indicateurs sur lesquels il convient encore d'avoir des interprétations ou des appréciations. Je pense notamment à l'indicateur 8 sur la question du positionnement, où il convient de repréciser quelques éléments. Puis surtout l'indicateur 30, où derrière cette effectivement extrême bonne idée de collecter les appréciations des parties prenantes, on voit bien que tous les mécanismes ne sont pas forcément en place et toutes les parties prenantes ne sont pas dans une logique de devoir exprimer, ou en tout cas de pouvoir exprimer effectivement une appréciation, quelle qu'elle soit, positive ou négative. Et puis un dernier point, c'est que finalement, tout le travail qu'a pu réaliser l'écosystème autour de cette démarche, que ce soit à la fois les institutions, Centre Info, bien entendu, les certificateurs, les consultants. D'une manière très, très pragmatique, on trouve encore, et à ce titre-là et à cette période-là, encore beaucoup d'acteurs qui découvrent ce dispositif. Et donc, on ne fait jamais assez en termes de pédagogie. Il y a vraiment une information encore à parfaire et à améliorer autour de cette démarche. C'est à l'occasion peut-être de futures évolutions, mais effectivement, c'est un vrai point important où je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, où tout le monde n'a pas encore tout à fait bien appréhendé les différents aspects que recouvre à la fois Calliope, mais d'une manière générale, un certain nombre d'évolutions de la réforme de 2018. Je vous propose de passer dans un petit temps de questions-réponses si l'une des Sandrine a reçu des questions auxquelles je devrais répondre. Alors, il y a une première question sur, finalement, fort de tout ça, de tous ces enseignements de ces 2 ans, comment aborder 2022 du coup? Alors, comment aborder 2022 ? Alors, je ne vais pas dévoiler une partie de présentation de Sandrine qui amène effectivement à aborder un peu les perspectives et un peu l'après Calliope. Il y a peut-être aussi un point clé, c'est que 2022, pour le coup, va arriver extrêmement rapidement. Un certain nombre d'entre vous ont déjà été apostrophés via des courriers, par exemple France Compétences, Caisse des dépôts, sur l'importance de leur certification dans le cadre du CPF. Des financeurs ont pu déjà passer des informations. Donc c'est vrai que par rapport à cette certification, les éléments, je pense, ont commencé à être bien posés dernièrement et on le sent bien au travers de l'empressement, en tout cas du souhait d'un grand nombre d'acteurs d'être certifiés sur la certification Calliope en cette fin d'année. Comment se présente 2022 ? 2022 va se présenter avec, effectivement, déjà, pour nous, en tant qu'organisme certificateur, une activité d'audit de surveillance, c'est-à-dire que ceux qui ont été audités en 2020, voire en début 2021, vont être concernés par les audits de surveillance. Je rappelle que dans ce mécanisme de certification, il y a une clause de revoyure à mi-parcours, et donc on va être dans cette logique-là. Et puis, pour certains, ce sera l'occasion de pouvoir aller un peu et d'aller au-delà, considérant que la démarche qualité a pu être aussi, à un moment donné, être pertinente pour se reposer les bonnes questions et de pouvoir aller au-delà. Une autre question, Sandrine ? Non, pour le moment, pas d'autres questions. Bon, parfait. En tout cas, le chat reste ouvert, hein, bien évidemment, tout le long de notre présentation, donc n'hésitez pas, hein. On essaye d'avoir les yeux partout. Je te propose d'enchaîner, parce que sinon, on ne va pas tenir notre timing. J'ai déjà été trop bavard. Pas de souci, merci. Alors effectivement, donc en complément de tout ce qu'a pu évoquer Philippe sur la certification, je voudrais faire un focus particulier sur l'audit de surveillance, comme ça vient d'être dit. 2022 pour un certain nombre d'entre vous, c'est signe d'audit de surveillance. Donc voilà, on souhaitait justement attirer votre attention sur les différents points spécifiques effectivement à prendre en considération lors de cet audit de surveillance. Donc probablement et principalement, il pourra être mené à distance, tout dépend évidemment des modalités de l'audit initial. Et là encore, c'est un audit qui permettra donc de s'assurer qu'effectivement, l'ensemble des activités que vous aviez mises en place et qui ont pu être évaluées lors de l'audit initial, continuent finalement de fonctionner et sont toujours mises en œuvre. Donc, comme vous le voyez, l'analyse va porter
encore une fois, effectivement, sur la bonne compréhension de votre contexte, sur l'évolution de votre offre. Pensez que si vous avez développé une nouvelle prestation, une nouvelle offre, ou que vous auriez exploré, on le verra un peu plus tard, une nouvelle catégorie d'action également, eh bien, l'ensemble des dispositions que vous aurez établies auront dû, elles aussi, être appliquées. Par exemple, vous développez une nouvelle offre de formation, eh bien justement, ça pourrait être une belle opportunité pour l'auditeur de prendre exemple de cette nouvelle offre pour vérifier, évaluer et considérer la manière dont vous avez construit cette prestation, dont vous avez, je dirais, réalisé l'analyse des besoins, établi les contenus, défini les objectifs. Je ne vais pas vous faire tout le référentiel à cet égard, mais vous aurez compris la logique. Donc, pensez effectivement à faire en sorte que tout ce que vous avez mis en place, eh bien, devienne vos nouveaux réflexes, vos nouvelles habitudes de fonctionnement. L'analyse également d'une ou plusieurs actions conduites, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes, je dirais, dans des actions qui ont donc été réalisées. Tout ce qui a pu être mis en œuvre va permettre également de pouvoir suivre le bon fonctionnement. Donc, si vous aviez prévu certaines sessions de formation, par exemple, c'est d'en vérifier justement la mise en œuvre effective et de voir si, concernant donc toutes les différentes actions qui étaient prévues, comme par exemple la détermination de l'intervenant, la mise à disposition et la bonne appropriation des ressources pédagogiques pour les bénéficiaires, tous ces éléments-là, effectivement, vont être des points qui vont donc être évalués lors de cet audit de surveillance. Bien évidemment, dans la logique d'amélioration continue, la revue des actions d'amélioration que vous auriez définies. On est dans cette dynamique-là, j'y reviendrai un peu après, mais on est bien effectivement sur cette logique que, à partir du moment où vous auriez donc défini des actions à mettre en œuvre, eh bien, on va s'assurer, dans le cadre de cet audit de surveillance, que les actions ont réellement été mises en œuvre et en plus qu'elles ont apporté les résultats que vous en escomptiez. Tout à l'heure, j'évoquais l'évolution de l'offre. Alors, j'aurais pu parler aussi du multimodal, parce que peut-être que ça a été aussi, ces dernières années ou ces derniers mois, pour certains d'entre vous, des points de développement, des points d'évolution. Donc, le multimodal apporte également d'autres aspects concernant, par exemple, les ressources dont on a besoin. Éventuellement, on peut faire aussi appel et nécessiter des compétences nouvelles, donc penser à ces différents éléments. Et puis, ça peut être aussi pour vous, depuis l'audit initial, le développement, l'intégration d'une nouvelle catégorie, puisque vous savez que le référentiel national de qualité prend en compte donc les 4 catégories qui sont ici citées, action de formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage. Donc, bien évidemment, vous ouvrez le champ sur d'autres domaines d'action, donc forcément, la certification va pouvoir aussi prendre en considération ces développements. Et puis, n'oublions pas, une fois que vous êtes certifié, vous vous engagez à respecter la charte et le règlement d'usage de la marque Calliope. Donc là aussi, l'opportunité va être saisie par l'auditeur pour s'assurer qu'effectivement, vous respectez bien l'application de cette charte de la marque Calliope, puisque vous ne pouvez l'utiliser que dans certaines conditions. Donc attention également à ces aspects-là. Merci. Alors, d'autres points de vigilance sur les différents éléments que l'on souhaite évoquer à ce niveau-là. Pensez également que peut-être vous avez bénéficié de ce qu'on appelle l'audit initial allégé. Ayant, au moment donc, de la sollicitation de votre audit initial, une certification valide, active. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, vous auriez eu un audit initial allégé. J'y reviendrai. Le suivi des non-conformités de l'audit initial également, qui vont faire objet donc, de vérification lors de l'audit de surveillance, et la dynamique que j'ai déjà un petit peu évoquée tout à l'heure, mais j'y reviendrai plus précisément. Alors, en cas d'audit allégé, vous savez que certains indicateurs ont été audités puisque les autres, finalement, sont considérés comme étant couverts par la certification qui était active. L'audit allégé n'a de validité, finalement, que pour l'audit initial. Donc, au moment de l'audit de suivi, ça veut bien dire que tous les autres indicateurs, eh bien, eux aussi, vont effectivement devoir être évalués pour s'assurer que vous répondez conformément, justement, à tous ces indicateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, des numéros des indicateurs qui sont ici représentés. C'est essentiellement un niveau d'alerte que l'on souhaite donc ici formuler pour vous assurer qu'effectivement, eh bien, l'ensemble des indicateurs, je dirais, ont des réponses et des éléments de mise en œuvre effective dans votre organisation.
Alors, le suivi des non-conformités, effectivement, éventuellement, lors de l'audit initial, vous avez pu avoir une non-conformité mineure. Petit rappel, extrait de l'arrêté relatif aux modalités d'audit, eh bien, la vérification de la mise en œuvre est faite à l'audit suivant, donc, en l'occurrence, à l'audit de suivi. Reprenez aussi le rapport d'audit initial. C'est toujours intéressant de relire les différents éléments qui ont fait objet de points signifiés par votre auditeur ou auditrice, parce que peut y avoir aussi des points qui ne font pas objet de non-conformité, mais qui sont tout aussi riches d'informations. Donc, je dirais la reprise finalement de ces éléments-là, donc suite à audit, c'est quelque chose d'intéressant également. Et puis oui, garder le cap, la dynamique, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Alors la dynamique, c'est pas uniquement, comme j'ai pu en parler, cette notion d'action d'amélioration, de surveiller qu'effectivement tout ce qu'on a prévu a réellement été mis en œuvre. C'est un point important, oui, certes, mais c'est aussi cette dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déployé de l'énergie pour mettre en place une démarche, un fonctionnement, peut-être ajuster les pratiques qui étaient les vôtres, eh bien c'est important effectivement de s'assurer que dans le temps, vous avez réussi à maintenir cette dynamique-là. Alors c'est vrai que ça peut paraître peut-être un petit peu long finalement ce temps entre l'audit initial et l'audit de à vous justement de faire en sorte que vous gardiez, je dirais, ce mode de fonctionnement et que vous vous assuriez que systématiquement les activités que vous mettez en œuvre, donc je dirais, respectent là encore finalement les pratiques que vous avez définies. Et puis dans cette logique aussi de dynamique, on ne va pas merci. On ne va pas non plus, je dirais, manquer de faire preuve aussi, je dirais, d'ajustement, d'amélioration et penser également pour les structures qui pourraient qui auraient pu être considérées comme nouvel entrant sur l'audit initial. Là aussi, attention, vous avez certains indicateurs qui ont été considérés au regard de votre situation. Donc, en tant que nouvel entrant, je pense par exemple à des indicateurs sur des indicateurs du RNQ, sur vos indicateurs de performance, justement, qui, au moment de votre audit initial, ne pouvaient pas être, je dirais, fournis compte tenu du démarrage de votre activité. Donc, les données, les informations quantitatives n'étaient pas encore forcément, je dirais, suffisamment pertinentes pour être transmises. Eh bien, ça fait partie justement des 11 indicateurs sur lesquels, dans le guide de lecture que vous connaissez certainement par cœur aussi, mais qui sont, il y a 11 indicateurs qui signifient justement quand on est nouvel entrant, attention, une partie est auditée effectivement sur ce qu'on a prévu de mettre en place lors de l'audit initial, mais l'effectivité de ce qui a été prévu est auditée lors de l'audit de surveillance. Donc, vous voyez que quand on dit on garde le cap, on garde la dynamique, on ne lâche rien, on pourrait le dire aussi comme ça. Et c'est vrai que quand on s'engage dans une démarche, bien évidemment, c'est pour que justement elle soit, je dirais, en fonctionnement en permanence et que tout cela vive. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, bien soit finalement des réflexes et des modes de fonctionnement que vous aurez donc intégrés. J'ai peut-être été trop rapide du coup cette fois-ci, mais je vois qu'il y a quelques questions, donc c'est pour ça aussi que j'étais peut-être un petit peu le regard de côté. Alors, je vais me permettre du coup, Philippe, éventuellement, si tu as ton micro si tu peux revenir parmi nous, parce qu'il y a des questions qui, en particulier, donc peut-être concernent la dimension de la certification. L'auditeur initial sera-t-il ou telle la même personne lors de l'audit de surveillance pour le suivi et la continuité des actions? Alors oui, c'est notre pratique, c'est-à-dire que l'auditeur qui a été positionné initialement sur votre organisme poursuit le cap également, lui, c'est-à-dire qu'il réalise l'audit de surveillance. Après, certaines situations peuvent amener à changer d'auditeur, mais effectivement, par défaut, c'est l'auditeur de l'audit initial qui a déjà cette acculturation auprès de votre organisme. Certes, ne le connaît pas par cœur, mais à cette acculturation, vous connaissez un peu son mode de fonctionnement, sa façon de poser des questions, lui-même aussi. On aura plaisir à vous retrouver et pouvoir plaisir surtout à comprendre comment vous avez évolué
parce que notamment les audits de surveillance, notamment pour ceux qui ont été certifiés soit en 2019 ou en 2020, ont souvent lieu 2 ans après la certification. Donc le temps peut être considéré comme un temps long, hein, par exemple, mais c'est vrai qu'entre-temps, nous avons tous connu le Covid, d'autres circonstances qui peuvent être plus ou moins délicates, ou au contraire des développements d'activités extrêmement favorables. Donc cet échange sera toujours apprécié. Alors, une autre question de la part de M. Thomas Cornu. Est-ce que les audits initiaux de 2022... Ce sera l'occasion de saluer ce cher Thomas. Voilà, c'est pour ça que je me suis permise de donner son nom. Donc, est-ce que les audits initiaux de 2022 pourront également être réalisés comme 2021 et avant en distanciel? Alors, mon cher Thomas, il est vrai que c'est une question réglementaire. Par voie dérogatoire, les audits initiaux de certification ont été autorisés à distance au titre de la situation sanitaire de 2020 et par précaution, les autorités ont maintenu ce dispositif en 2021. Mais les textes tels qu'ils existent maintiennent ce dispositif jusqu'en fin 2021. Et il est vrai qu'à date, réglementairement, nous n'avons pas la possibilité de faire un audit initial à distance en 2022. Hein, il faudra repasser, en tout cas pour l'instant, et sur une base réglementaire, sur des audits sur site. Peut-être qu'effectivement, quelques évolutions à venir seront les bienvenues, notamment si on prend un peu plus en compte effectivement, le contexte sanitaire actuel qui se dégrade. En tout cas, ce sera toujours un plaisir de retrouver ce cher Thomas. Une autre question concernant donc la notion finalement toujours dans cet audit de surveillance sur les modalités notamment d'échantillonnage et en particulier jusqu'à quand remonte justement l'auditeur. Est-ce que l'auditeur remonte éventuellement jusqu'à 12 mois ou presque jusqu'à finalement l'audit initial? Jusqu'où ça peut aller? Alors, c'est pas tant le délai qui compte. Ce qui est important, notamment dans l'audit de surveillance, en fait, il y a quelques paramètres qui sont essentiels dans la sélection de l'auditeur. Ce sont essentiellement des paramètres d'importance, d'impact, de réalisation d'activité. C'est-à-dire que, d'une manière générale, on va plutôt favoriser les actions qui ont le plus d'impact, donc par exemple des actions dites certifiantes, hein, et aussi celles qui sont communément les plus réalisées, parce qu'on sait qu'elles ont le plus d'impact auprès des stagiaires et des bénéficiaires des actions. Après, effectivement, on va quand même rester dans un cadre temporel relativement récent. Toutefois, si on peut, bien entendu, vous alerter, c'est qu'on a déjà commencé à organiser des audits de surveillance avec certains audits qui se sont très bien déroulés en termes de conclusion. On voit que les éléments sont extrêmement probants et l'organisme a maintenu, comme a pu l'indiquer Sandrine, le cap sur à la fois la conformité par rapport à Calliope, mais effectivement ces pratiques en elles, voilà, les pratiques de l'organisme. Toutefois, on a aussi pu constater certains organismes pour lesquels il y a eu une dérive, et sans forcément remonter à 12 mois. Et il y a eu une dérive soit dans les pratiques, soit il y a pu y avoir des dissensions dans certains choix, et qui ont pu poser voilà, temporairement de vraies difficultés et de vraies interrogations par rapport à la conformité à Calliope. Est-ce que tu peux rapidement rappeler sur quel support la marque Calliope doit-elle figurer, ou j'ai presque envie de dire sur quoi elle ne doit pas figurer? Alors, ça vaut un webinaire c'est un sujet de webinaire en tant que tel. C'est vrai que la charte graphique Calliope existe, elle est diffusée d'ailleurs, elle est disponible librement sur le site du ministère du Travail. Dès lors que vous êtes titulaire de la certification Calliope, vous devenez effectivement, et vous avez les droits d'utiliser ce logo, mais avec effectivement des droits et des responsabilités, des devoirs. Ce qu'il faut entendre, et dans cette marque, qui finalement est la première marque déposée officiellement par l'État, il y a une volonté farouche d'éviter toute confusion. Et d'éviter toute confusion, c'est à ceci dire que c'est bien votre structure qui est certifiée Calliope, c'est votre raison sociale qui est certifiée Calliope. Et donc, tout positionnement qui pourrait faire croire que telle action, que ce soit du bilan de compétences, VAE, apprentissage
ou une action de formation quelle qu'elle soit est certifiée Calliope, tout positionnement qui pourrait amener à cette interprétation pose souci. Et c'est bien souvent pour cela que le logo Calliope est associé à des communications institutionnelles, des plaquettes, on va dire, relevant de votre organisme, en tout cas mentionnant l'organisme. Sur des signatures mail, c'est tout à fait autorisé, sur du papier en tête, mais toutefois, tout document lié à une action en tant que telle, pour le coup, et la prérogative est de ne pas associer le logo Calliope. Et pour cela, ensuite, je vous oriente vers la charte d'usage. Ouais. Bien entendu, les certificateurs, que ce soit AFNOR Certification ou d'autres, vous pouvez vous retourner auprès d'eux pour leur poser des questions si votre pratique, ou du moins si ce que vous avez envisagé correspond à ce que demande la charte. Comme Sandrine l'a pu indiquer, c'est un élément de contrôle. C'est un élément de contrôle de la part de l'auditeur, et n'oubliez jamais que vos concurrents vous contrôlent encore plus que l'organisme certificateur et ne manqueront pas de vous dénoncer auprès des uns et des autres. Alors, un point spécifique sur une question très globale, mais quelle tendance, information, conseil pour les OF en 2022 ? Alors, je pense que Sandrine va évoquer certains points dans son intervention après. Moi, en complément de ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, pensez effectivement, dès lors que vous avez développé des nouvelles interventions, des nouveaux programmes, que vous avez intégré des nouveaux consultants, par exemple, ou des intervenants qui sont internes ou externes, à vous assurer qu'effectivement vous avez bien, je dirais, respecté toutes les règles que vous avez donc mis en œuvre. Et puis en particulier, les auditeurs auront aussi vigilance sur justement ces différentes activités que vous auriez pu développer entre l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc, je pense en particulier, et là c'est valable également pour les audits à venir, des audits initiaux à venir, le multimodal. C'est vrai que je pense qu'une grande majorité quand même d'organismes de formation ont développé cette particularité-là, cette modalité de fonctionnement. Donc, voilà, vigilance effectivement sur cet aspect en particulier. Mais peut-être qu'on en reparlera. Et puis, n'hésitez pas, Philippe et Sandrine, à compléter ce que je viens d'évoquer. J'ai mis deux petites questions, enfin une question aussi dans le chat, pardon, avant que tu démarres, Sandrine. Sur l'échantillonnage, peut-être un petit rappel aussi, est-ce que c'est l'auditeur qui choisit plus ou moins au hasard d'ailleurs, ou est-ce que ça peut être proposé ou donné directement par la structure auditée ? Il est important en audit de bien avoir en tête que c'est bien le choix de l'auditeur qui est un élément déterminant dans la validité de l'audit. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est un élément important d'ailleurs pour le COFRAC, de s'assurer que les règles d'audit ne sont pas faussées et que c'est par le choix. Alors, le choix n'est pas toujours, bien entendu, aléatoire, parce que comme j'ai pu vous l'indiquer, il y a des questions d'importance, de répétition, de fréquence de formation qui amènent forcément à choisir plutôt une formation plutôt qu'une autre. Mais ça reste avant tout l'auditeur qui détermine cet échantillonnage. C'est effectivement un élément extrêmement précieux pour nous et important qui permet, de par son caractère, de pouvoir totalement démontrer l'approche effectivement impartiale et objective d'un audit. Et un dernier point, Sandrine, après je te laisse la parole, par rapport à l'indicateur 30 qui demande effectivement donc, de recueillir les appréciations et notamment des financeurs. On sait bien que si le financeur c'est l'OPCO, ça peut être un exercice un petit peu délicat. Toutes les réponses ne sont pas forcément, je dirais, du même acabit en fonction de ses interlocuteurs. Alors moi, je pourrais préciser que financeur ne veut pas toujours dire OPCO, parce que dans certains cas, c'est de l'autofinancement de l'entreprise. Voilà, je voulais déjà répondre sur cet aspect-là. Est-ce que du coup, il y a une solution? La question nous est posée. Est-ce qu'il y a une solution pour obtenir les retours d'appréciation des financeurs? Je pense que c'est une question qu'il faut véritablement mettre sur la table. J'ai pu l'évoquer dans la conclusion intermédiaire. Cet indicateur 30 me semble extrêmement intéressant. C'est-à-dire que de pouvoir aider un organisme à percevoir et à se situer vis-à-vis des formateurs, vis-à-vis des stagiaires, vis-à-vis des clients, des entreprises payantes et vis-à-vis des financeurs, me semble assez pertinent dans comment je dois identifier où je me positionne et vers quoi je dois évoluer. Par contre, on le voit et on le pressent, et on l'avait pressenti et ça se traduit, c'est-à-dire que
un certain nombre d'acteurs peuvent avoir des relations, effectivement, ou déjà des contacts auprès des financeurs, mais la grande majorité des organismes n'ont pas forcément de contact direct avec un financeur. Si je prends l'exemple de la Caisse des dépôts, il n'y a pas de contact non plus direct associé. Et finalement, ce système de collecte pâtit effectivement de ce manque de relation. Donc il convient de reposer le sujet sur la table pour se dire comment peut-on améliorer ce dispositif pour qu'il soit productif pour tous. C'est-à-dire qu'à la fois productif pour vous, parce que vous pourriez effectivement capter des informations qui sont précieuses, tout aussi productif pour les financeurs, parce qu'ils ont toujours des éléments importants réglementairement. Il y a toujours le contrôle de services faits, ils ont toujours une obligation de contrôle des organismes de formation au titre de leur responsabilité. Donc il y a certainement des dispositions à définir. Après, ce n'est pas le lieu de proposer des solutions ici, mais il y a quand même en tout cas des éléments à apporter sur la table pour trouver une meilleure orientation au titre de ce qui est mentionné dans le référentiel. Je peux rajouter juste un complément. Je pense qu'on peut aussi collecter différemment, parce que j'ai eu de nombreuses questions qui me sont posées systématiquement lors des audits. On n'est pas obligé de collecter par des questionnaires à l'image de ce que l'on peut faire vis-à-vis des stagiaires ou des entreprises ou de l'équipe pédagogique. Ça peut se faire par d'autres moyens. Et donc, c'est important, puisque comme le soulignait Philippe, c'est vraiment l'occasion de faire peut-être un bilan annuel ou semestriel sur des actions récurrentes, puisque l'idée, c'est vraiment de grandir en fonction des remontées qui vous sont faites des différents financeurs, qui peuvent être, comme tu disais, Sandrine, des entreprises et ou les régions et ou Pôle emploi. Donc, c'est vrai, en général, dans le cadre d'appels d'offres ou d'accords cadres, il y a souvent des rendez-vous annuels ou semestriels à minima qui sont organisés. Donc, oui, Sandrine, il y avait une autre question? Il y a une petite question, mais on l'abordera peut-être enfin, parce que ça revient sur les modalités d'audit. On va te laisser prendre la parole et on la retient. Oui, donc merci Sandrine. Donc en synthèse, on s'est permis de vous donner les perspectives donc de différenciation, la suite après Calliope. Donc en fait, selon nous, les 5 axes de différenciation des prestataires de formation sont vraiment déjà, comme le disait un peu Philippe, l'ouverture, et Sandrine également, l'ouverture sur un autre champ d'activité qui peuvent être bilan de compétences, AVAE, l'apprentissage. C'est l'occasion aussi d'affûter des process et d'ouvrir sur d'autres typologies de formation ou types de cibles. Donc là aussi, il y a vraiment un enjeu fort, puisque du coup, vous pouvez avoir du business aussi additionnel en ouvrant votre champ d'activité. Un autre axe de différenciation qui n'est pas négligeable, c'est le digital learning. Pourquoi? Parce que, comme tous les OF, vous avez été confrontés à la révolution du digital portée notamment par les nouveaux entrants qui renouvellent les méthodes pédagogiques. C'est vrai que c'est vraiment, ça fleurit dans tous les sens. On parle de mobile learning, adaptive learning, on fait des classes inversées, on mixe les modalités, Sandrine en parlait. À travers notamment les évaluations multimodales. Donc du coup, la formation à distance a vraiment démontré sa viabilité, notamment durant la crise. Donc du coup, ça a forcé à un moment donné les OF à accélérer sur la digitalisation de leur offre, puisqu'il y a donc eu un fort investissement humain et financier, puisque c'est induit, mais de fait, des fois, ça a été fait à marche forcée. Donc, du coup, l'idée, c'est peut-être aussi consolider les bases, puisque ça a été fait souvent très rapidement et pas forcément avec toujours les bons outils. Donc, lors des veilles que l'on peut voir à travers l'audit, Calliope, on se rend bien compte dans les veilles innovation pédagogique, quelquefois, certains OF se posent un certain nombre de questions autour de ce sujet-là. Quel type d'outils prendre pour que ça soit le plus efficace possible? Donc, c'est aussi un axe de différenciation que d'adapter l'offre à vos objectifs le plus adéquat possible. Évidemment, rendre vos formations certifiantes, soit au titre du RNCP, Registre national des certifications professionnelles, ou du répertoire spécifique, et ou voire créer des partenariats. Pourquoi? Parce qu'il est clé
le fait de rendre votre offre attractive, de garantir l'adéquation des compétences visées avec les besoins du marché pour le public. Ça vous permet d'assurer l'éligibilité au CPF et ça c'est essentiel. Hein. Je rappelle que le CPF cette année va représenter plus de 2 milliards, donc c'est quand même pas négligeable. Là aussi, c'est vraiment une accélération des choses, on le voit, même si Sandrine, qui le vit au quotidien, pourrait me dire qu'au sein de France Compétences, il y a énormément de dossiers qui passent aux commissions, il y a beaucoup d'allers-retours, il n'empêche que ça fait partie des axes de différenciation pour effectivement, c'est vraiment la vitrine de votre organisme de formation, puisque au détour de ce type de certification qui apparaît sur la plateforme EDOF, c'est le moyen de voir les formations certifiantes qui sont véritables leviers importants pour du coup bien faire reconnaître l'utilité de votre certification, des compétences visées et ça répond bien à un besoin marché. Hein, c'est vraiment ce que voulait le législateur et donc du coup et ça permet notamment évidemment l'éligibilité au financement public. Et donc, du coup, d'avoir une bonne vitrine de votre offre, puisque au détour de ce type d'offre, on peut découvrir aussi l'ensemble de vos formations, puisqu'elles ne doivent pas être toutes certifiantes, mais au moins, si vous en avez quelques-unes, ça vous permet aussi d'élargir votre cible client potentiel. Bien entendu, votre organisme, aussi, c'est l'occasion, après Calliope, pourquoi pas aussi engager une vraie démarche qualité sur d'autres aspects. On va en parler un peu plus en détail. On peut aller vers la RSE. Hein, c'est vraiment une démarche stratégique que de se dire, là, je vais de manière volontaire, hein, bien entendu, hein, puisque la RSE est une démarche volontaire qui repose sur vraiment la prise en compte des impacts environnementaux, sociétaux, économiques de votre activité. Ça aussi permet, depuis le pacte, de démontrer votre entreprise à mission. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être aussi un choix stratégique que d'aller vers d'autres certifications qui montrent et qui démontrent votre engagement sur d'autres choses que uniquement la conformité au référentiel Calliope, qui, je le rappelle, va être la base de plus de 40 000 organismes de formation, puisque, comme le disait Philippe, il y en a plus de 20 000 qui se sont engagés dans cette démarche à date. Et pour finir, là aussi, l'axe de différenciation de vos prestations, c'est aussi de se dire la formation, on ne peut pas la voir uniquement en tant que telle. On ne va pas juste répondre en tant qu'organisme à un besoin ponctuel. C'est aussi face au RH, au RF, se dire voilà, c'est une démarche dans la globalité, c'est-à-dire qu'on va aller de l'identification des véritables besoins. D'ailleurs, on le souligne dans Calliope, mais identification des véritables besoins, ça peut être aussi faire un diag, une réorientation professionnelle, une transition pro. Pourquoi? Parce que on a besoin d'orientation à un moment donné. On ne va pas se contenter de répondre juste à un besoin de « je souhaite faire une formation en tant que responsable DD ou référent énergie ». Aussi, quel est votre projet professionnel dans la globalité? Donc, prendre le sujet formation, c'est un sujet formation parmi d'autres, c'est-à-dire voir véritablement le projet professionnel de la personne en question, donc du diagnostic, du bilan, du conseil. Ça peut être aussi via le CEP, bien entendu, jusqu'à la formation, en passant par la formation en continu, puisqu'on l'a redit lors des 50 ans de Centre Info. Hein, depuis le départ, on parle bien de formation continue tout au long de sa vie, qui fera la différence, puisque, on le rappelle, hein, une compétence est valable 2 ans, puisqu'elle est rapidement obsolète. Des études sont là pour étayer le propos. Et donc, du coup, il est essentiel de se former en continu. Donc, c'est vrai que la gestion des compétences dans les entreprises est un sujet vaste et on doit prendre le projet de l'individu dans sa globalité, pas uniquement sur la partie formation. Donc, après, plus en détail, on se propose de vous donner un certain nombre de certifications différenciantes pour aller plus loin dans votre démarche. Donc, évidemment, dans le domaine de la formation, il existe la NF Service Formation, que certains acteurs qui écoutent connaissent très bien, qui est vraiment basée, qui garantit le respect des engagements de service. Démarche évidemment basée sur l'amélioration continue. C'est
une certification qui Calliope représente à peu près 70% de l'ANF Service Formation. Donc, c'est vrai que Calliope peut être un bon démarrage pour aller plus loin vers cet engagement de service, et où la FAC ISO 9001 appliquée aux OF, qui est une certification donc, de système accolée à l'ISO 9001 et qui va porter évidemment sur la formation, et effectivement on va aborder d'autres thématiques comme le management du risque, comme le leadership, qui ne sont pas du tout évoquées dans Calliope par exemple. Alors, il y a aussi une toute nouvelle certification, la dernière norme des ISO, qui s'appelle l'ISO 21001, qui est une certification qui, elle, est plutôt dédiée à l'enseignement et à la formation, et qui parle de la formation dans l'éducation, évidemment, et de la formation de l'apprentissage et de la recherche. Donc, c'est plutôt dédié aux universités, dédié aux grandes écoles, et qui, là aussi, Calliope représente que 30% de l'ISO 21001. Donc, ça aussi, ça peut être, là aussi, un très bon départ. Et puis, une toute nouvelle, récente, qui s'appelle Ingénierie de formation digitale, et qui, elle, valorise la technopédagogie. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'aurez compris, un maximum d'organismes de formation vont aller vers Calliope, et certaines d'entre elles sont vraiment des spécialistes des serious games ou des LMS, et ou de l'adaptive learning ou de la réalité virtuelle. Donc, c'est vraiment l'occasion, via cette certification, de montrer vos différences. Là aussi, c'est clé parce que du coup, vous allez forcément avoir d'autres exigences, d'autres engagements, et l'idée, c'est de les valoriser auprès de vos clients. Alors là, c'est vraiment purement formation, mais bien entendu, on parlait de la RSE. Là aussi, on peut s'engager vers le label RSE. Comme je disais, c'est vraiment une démarche volontaire. Donc, du coup, ça peut être un label RSE sectoriel ou en général engagé RSE. Donc, du coup, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller vers cette dynamique. Je pense aux plus petits organismes de formation. Vous pouvez dire c'est hyper complexe, ça risque d'être long, mais ce label peut aussi se faire en plusieurs étapes. Vous passez différentes étapes et à chaque fois, vous pouvez véritablement montrer, démontrer vos différents engagements par rapport à vos différentes parties prenantes, par rapport à vos fournisseurs, par rapport à vos clients. Et là, du coup, là aussi, c'est une manière de montrer aussi que vous voulez être un organisme responsable par rapport à votre environnement. Évidemment, c'est sans oublier vos engagements RGPD ou cybersécurité. Cybersécurité, pourquoi? On a voulu l'évoquer, parce que forcément, vous l'aurez compris, le risque s'est multiplié ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'entre l'accélération de la digitalisation de tous vos process et la pandémie, ça a accéléré, on va dire, la vulnérabilité, je vais y arriver, de vos organismes. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se lancer vers cette certification qui, là aussi, peut matérialiser et peut rassurer tous les acteurs qui vont travailler avec vous, puisque du coup, vous pourrez leur démontrer, vous faire face à différentes cyberattaques qui, comme vous le savez, peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Et du coup, ça peut aussi mettre en danger votre image, votre activité. Donc ça, c'est très important. Donc ça peut se faire évidemment via différents focus, ça aussi via des diagnostics et ou carrément la mise en place de la 27001. Et la RGPD, pourquoi? Parce que bien entendu, en termes de base de données, vous l'aurez compris, c'est essentiel de bien démontrer que l'on a une maîtrise de toutes ces données au regard de la réglementation en vigueur. Et cette certification vous permet vraiment de faire reconnaître votre système de management de protection des données dans le cadre de la gestion des risques liés au traitement notamment de toutes les données personnelles, et on sait ô combien elles sont importantes dans le domaine de la formation. Donc ça, c'est vraiment des certifications différenciantes. Après, on a voulu faire là aussi un focus sur la différenciation de votre offre
on en a un peu parlé, puisque l'idée, c'est vraiment de démontrer que vous êtes up to win par rapport à votre offre, donc tant sur l'éligibilité CPF de vos formations. Donc là, démontrer là aussi que vous répondez à un besoin marché, c'est important, que vous êtes en capacité de digitaliser votre offre, là aussi, adapté à vos différents objectifs. On n'est pas du tout sur la volonté absolument que tous les OF soient 100% blended. Au contraire, l'idée, c'est d'être en multimodal et de se dire, on va justement mixer le champ des possibles entre les différentes modalités, que ce soit la classe inversée, que ce soit des formations classiques, avec un mix sur des vidéos, de l'e-learning, des outils qu'on peut utiliser en mode connexe pour créer de l'interactivité. Là aussi, c'est important. Sans oublier aussi, comment je peux me différencier, c'est aussi avoir des formateurs qui sont en capacité de devenir, de changer de posture, parce que évidemment, le formateur, si tous les outils changent, doit passer du formateur classique au formateur en réalité augmentée, c'est-à-dire le formateur du 21e siècle, qui sait à la fois faire de la formation en situation de travail, qui sait piloter ce type de projet, ça c'est très important, et qui est en capacité de créer des capsules vidéo, de rendre hyper interactives ces formations, et bien entendu, créer des moments que l'on ne va pas oublier, parce que du coup, lorsqu'on fait faire du présentiel, demain, ça va être vraiment des moments clés où on va falloir mettre en pratique des choses que l'on aura vues ou des points qu'on aura vus lors de formation e-learning. Là aussi, différencier l'offre, c'est aussi développer vraiment votre champ d'activité au regard de vos retours d'expérience, parce que c'est clair que lorsqu'on est, par exemple, dans l'apprentissage, pourquoi pas enchaîner en ouvrant sur la VAE ou sur le bilan de compétences. Idem pour les OF, parce que du coup, on ouvre le champ et on est dans une approche globale de l'individu et pas simplement, à un moment donné, il a besoin juste d'une formation pour s'insérer plus facilement dans tel marché professionnel. C'est vrai qu'à présent, on parle de globalité, d'approche totale. Donc, du coup, sans transition, pourquoi choisir le groupe AFNOR? Comme vous l'ont dit Philippe et Sandrine, on a quand même plus de 4000 prestataires de formation certifiés par AFNOR Certification. Donc là aussi, ça montre les enjeux et l'impact fort de cette dynamique de fin d'année. Tous n'ont pas été certifiés en fin d'année, mais on a vu l'accélération sur les précédents slides. Pourquoi choisir AFNOR? Parce que là aussi, on est doté de plus de 450 auditeurs répartis sur toute la France, également dans les DOM-TOM. Et surtout, aussi, on a pu accompagner différents prestataires ou des réseaux sur cette mise en place du référentiel qualité, mais également sur l'ingénierie de certification RNCP ou RSCH. Et là aussi, on a aussi, je l'ai oublié, mais c'est essentiel, on a aussi pu former plus de 800 auditeurs pour être auditeurs Calliope en France. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, bien entendu, on pourra relayer toutes ces informations dans toutes nos délégations, puisqu'on est présent, comme vous avez pu le voir, sur plus de 14 délégations. Donc, ce que l'on vous propose, évidemment, pour la suite, c'est bien entendu de continuer à nous suivre, puisqu'on fait différentes webconférences, une par trimestre, mais les années précédentes, on a fait même beaucoup plus. Ça s'appelait Calliorex, où on vous permettait d'avoir un regard croisé auditeur-audité sur chacun des critères. Là aussi, la veille de chacun des OF. Pardon. Pardon ? Ce qui peut être un des éléments pour alimenter justement la veille de l'organisme. Tout à fait, c'est un des moyens. Et puis, bien entendu, comme tu soulignais, Sandrine, dans le cadre des communautés de nos consultants, formateurs, il y a aussi des communautés digitales qui ont été créées. Et donc, ça aussi, c'est important parce qu'au niveau d'AFNOR, on anime en tant qu'organisme de formation, on monte aussi en puissance nos formateurs qui sont passés, par exemple, par la formation devenir formateur digital, mais on anime aussi ces communautés pour bien leur expliquer les évolutions parce que le digital, la digitalisation, on va dire, ça évolue quasiment tous les mois, il y a une nouveauté qui arrive sur le marché.
peut-être que vous voulez des questions qui sont arrivées. Oui, il y a une question qui nous est arrivée en cours de route, mais du coup, j'ai privilégié de te laisser finir pour… Je t'en prie, je t'en prie. Alors, c'est une question d'une structure qui est certifiée ISO 9001 depuis 5 ans, en l'occurrence. Hein, vous pouvez lire la question dans le chat. Est-il toujours intéressant d'être ISO vu la teneur de Calliope, qui effectivement est une autre obligation pour pouvoir bénéficier des fonds publics et mutualisés? Donc, en quoi peut-être finalement ISO 9001 peut apporter également sa pierre à l'édifice? Philippe, si tu es là aussi, hein, tu peux évidemment… Oui, je remets… C'est caché, Philippe. Belphégor. Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, on a fait l'exercice parce qu'effectivement, la question Calliope bouscule aussi, c'est le sujet de la qualité, mais aussi a bousculé et a interrogé bon nombre d'acteurs par rapport à leur démarche de certification qualité historiquement installée. Hein. On parle de l'ISO 9001, on peut parler aussi des labels qualification type OPQF et autres certifications qui pouvaient exister auparavant. On a fait le travail déjà d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, finalement, Calliope, ça représente 40% de l'ISO 9001. Ça représente 40% de 9001 et finalement Calliope répond essentiellement à des questions techniques et à des questions opérationnelles de mise en œuvre de formation. Toutefois, l'ISO 9001 se distingue par la dimension gouvernance, organisationnelle et bien entendu d'amélioration du dispositif. Si on prend cela, on va rentrer dans le détail, c'est-à-dire que la dimension partie prenante est quand même beaucoup plus avancée dans l'ISO 9001, la notion de management des risques est extrêmement précieuse et cette notion-là est particulièrement utile dans la gestion d'une entreprise. La dimension des outils à la fois d'identification, de diagnostic d'une structure comme des outils d'amélioration sont aussi des éléments importants. Donc on peut dire que techniquement, le référentiel ISO 9001 comporte en son sein des exigences d'une ambition qualité plus importante. Ça, c'est un premier point. Il y a aussi une dimension effectivement de marché, c'est-à-dire que vous avez en face de vous un certain nombre d'entreprises qui elles aussi ont adopté, que ce soit des entreprises de services ou des entreprises industrielles, qui ont historiquement aussi adopté l'ISO 9001. Et quand vous allez vers elles, certes, et même si Calliope est reconnu parce que c'est un dispositif réglementaire, l'ISO 9001 constitue un point et un pont de langage entre eux, elles, et vous permet de dissocier effectivement de vos concurrents. Et ça, c'est le troisième point, c'est-à-dire que il y aura certainement à la fin de l'année 35 000, en tout cas des dizaines de milliers d'organismes certifiés Calliope. Dans cette logique-là, peu de différenciation possible. Calliope n'est pas un objectif de différenciation, alors que des référentiels complémentaires, comme a pu vous l'indiquer Sandrine, et y compris effectivement l'ISO 9001, constituent des champs de différenciation à la fois pour vos propres outils, votre propre amélioration, comme vous l'avez bien compris, mais aussi des champs de différenciation marketing. Alors, vous n'êtes pas tous penché sur cette dimension de différenciation marketing, mais c'est un élément qu'il convient de bien avoir en tête pour toujours échanger avec ses clients et les entreprises avec lesquelles vous travaillez. Qui sont très attentifs à vos engagements. Parler de RSE, c'est vrai que, ou bien l'ISO 9001, ils sont très attentifs à votre positionnement. Puisque, comme vous l'indiquez à Philippe, Calliope, ça va être la base. Il aurait été judicieux, par exemple, face à la crise sanitaire qu'on a tous subie, l'approche risque dans Calliope, vous ne l'avez pas. Typiquement, ça aurait permis d'anticiper un certain nombre de choses, puisque du coup, un certain nombre d'OF ont dû réagir plutôt sur le coup et pas forcément en préventif. Une dernière question, parce que je vois que le temps est dépassé. Une question très pratico-pratique sur les audits à distance. Est-ce qu'il y a une plateforme spécifique? Est-ce que l'audit à distance se fait avec un outil sur lequel on doit déposer les documents? Voilà, concrètement, Philippe, peut-être? Oui, en fait, dans le cadre des audits à distance, on vient transposer finalement ce que peut être un audit présentiel. Un audit présentiel, c'est vous êtes dans une salle, autour d'un bureau, autour d'une grande salle, et vous échangez avec l'auditeur ou l'auditrice sur vos pratiques et les éléments de preuve que vous pouvez apporter et présenter via votre ordinateur ou via un vidéoprojecteur.
Ce que nous organisons dans un audit à distance, c'est exactement la même chose, mais par visioconférence. Donc, la modalité principale de l'audit à distance, c'est de la visioconférence. Donc, on utilise du Teams, du Zoom, du Google Meet ou tout autre outil de visioconférence qui permettent et faciliter les échanges entre l'une et l'autre des parties, d'avoir un contact visuel. C'est extrêmement important parce qu'on est à la fois sur de l'audit, on est sur de la relation sociale, de la relation humaine. Il est important de pouvoir échanger, de pouvoir se voir. Et d'ailleurs, au-delà de ça, d'une manière générale, dans le cadre des audits, et y compris les audits initiaux, et y compris cette année, il y a quand même une grande majorité des acteurs qui préférentiellement souhaitent l'audit sur site. Parce que c'est le premier audit, on rencontre pour la première fois l'auditeur et le sur-site constitue quand même. Alors après, c'est certainement lié à nos cultures, à nos pratiques, mais voilà, majoritairement, ça reste encore le modèle le plus adopté. En tout cas, pour l'audit à distance, et pour revenir sur ce sujet-là, c'est préférentiellement, effectivement, c'est l'usage des outils de visioconférence avec le mécanisme de présenter à l'écran et de partager votre écran quand il s'agit de présenter une preuve, un document, une procédure, et éventuellement d'utiliser effectivement des plateformes de diffusion d'informations, de diffusion de supports quand cela se justifie. Dans le cadre d'un audit et d'un audit à distance, les preuves sont consultées le jour de l'audit. C'est un élément extrêmement important pour nous. Je vous rappelle qu'un organisme certificateur a des règles de confidentialité à respecter. Et pour nous, il est extrêmement précieux que ces informations soient consultées le jour de l'audit. Et donc, d'utiliser tous les outils, notamment de partage d'écran, nous semble particulièrement utile et précieux pour cette pratique. La dernière question, et je pense que s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire par mail en dehors de ce temps d'échange, sinon je pense que là c'est la régie qui va nous détester. La différence entre une certification ISO et AFNOR, alors je pense qu'il y a peut-être deux questions en une. La certification sur la base d'un référentiel ISO ou la base d'un référentiel AFNOR, mais ça peut être aussi éventuellement repréciser que ISO, ce sont des normes internationales et AFNOR certification, en l'occurrence, est un organisme de certification. Donc, on n'est pas sur, je dirais, les mêmes champs. Et donc, voilà, Philippe, je laisse peut-être préciser rapidement la différence entre ces deux natures de. Alors, on rappelle un petit point. Donc, AFNOR Certification est un organisme certificateur. Donc, nous utilisons, et historiquement, c'est notre positionnement, notamment des normes ISO. Donc, les normes ISO ne sont pas rédigées par AFNOR Certification. Ça s'inscrit dans un circuit de normalisation où chaque pays adhérent à l'ISO porte une voix, porte des propositions et contribue à la rédaction d'un document international. Et c'est ainsi que sur l'ISO 9001, au fil des années, je rappelle que la première version de cette ISO 9001 date de 1987, la dernière version, qui est celle qui est en vigueur, date de 2015, les évolutions du monde, les évolutions du monde économique, des entreprises, les retours d'expérience de l'application des exigences ont amené à faire évoluer ces normes et donc nous auditons suivant ces normes. Au-delà de ça, AFNOR Certification peut aussi développer des référentiels, des prestations qui n'existent pas dans le champ ISO, qui n'existent pas ailleurs. C'est par exemple ce qu'évoquait tout à l'heure Sandrine sur sa slide. Par exemple, les évaluations RSE, la certification AFAC, Ingénierie Information Digitale. Nous avions identifié qu'il n'y avait pas de réponse spécifique par rapport au sujet de la formation digitale ou le sujet des fameux focus cybersécurité ou RGPD où nous-mêmes nous pouvons effectivement intervenir et appuyer sur des mécanismes, sur des sujets, des enjeux qui sont les vôtres avec l'appui d'un référentiel que nous avons développé avec des acteurs, bien entendu, pas uniquement concentrés auprès de nous. Là aussi, je passe peut-être à un petit message. En fonction, là aussi, on peut être contacté par certaines branches ou certains réseaux pour créer leur propre référentiel. Parce qu'il va de soi qu'en fonction, là aussi, c'est vrai que Calliope a mis à plat un certain nombre de stratégies, de réflexions par rapport à comment se différencier, comment montrer la valeur, comment requalifier notre réseau. Ça peut être aussi l'occasion de créer sur la base de Calliope, puisque ça devient la référence, un label ou un référentiel spécifique lié à votre propre branche.
On a beaucoup de remerciements également sur le chat. Merci à vous pour votre participation, votre présence. Voilà, semble-t-il, on a donné des informations claires, donc c'est une bonne chose. Encore une fois, on se tient à votre disposition si vous aviez d'autres aspects effectivement sur lesquels vous souhaiteriez échanger avec nous. Mais là, je crois qu'on va devoir terminer notre intervention. En tout cas, merci à vous. Bien, bonne merci. fin de journée, bonne semaine et au plaisir. Merci. Au revoir.